Lors de ma baby shower, ma belle-sœur stérile m'accusa soudainement d'avoir été impoli envers elle. Sans réfléchir, mon mari cria que je devais immédiatement m'agenouiller et lui présenter des excuses. Quand je refusai, elle saisit un lourd cadeau en laiton posé sur la table, un que mes parents m'avaient offert et me l'écrasa contre la tête. Je m'effondrai et entrai en travail immédiatement. Avant même que je puisse réagir, le geste suivant de mon cruel mari fut encore plus choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Madison. J'ai 30 ans et aujourd'hui, je célèbre le tout premier anniversaire de mon petit garçon. La maison est remplie de chaleur et de rire, décorée de ballons et de douces couleurs pastel qui rendent l'atmosphère douce et accueillante. Mes parents, Hélène et Franck, ont travaillé sans relâche pour organiser cette fête, remplissant la pièce de l'odeur du gâteau fraîchement préparé et du son des conversations joyeuses. Les amis se rassemblent, souriant, tenant de petits cadeaux emballés, et regardent mon fils avec adoration tandis qu'il frappe dans ses petites mains devant la lueur vacillante de la bougie. Il est au centre de l'attention de tous. Et pourtant, alors que je le tiens serré contre ma poitrine, je ressens la douleur vive des souvenirs qui me hantent encore. Je me force à sourire pour lui. Ses grands yeux curieux me regardent comme si j'étais son monde entier. Et je suppose que d'une certaine manière, je le suis. Personne d'autre ne connaîtra jamais toute l'histoire de ce qu'il a fallu pour le mettre au monde en toute sécurité. Personne d'autre ne comprendra vraiment la douleur, la trahison et la peur qui se cachaient derrière la promesse d'amour en laquelle j'ai cru un jour. Ce soir, il s'agit de célébrer sa vie. Mais pour moi, c'est aussi affronter les ombres de ce qui s'est passé il y a un an. Je regarde autour de moi et je vois mes parents, debout l'un à côté de l'autre, fiers et protecteurs. Ils rayonnent d'amour en regardant leur petit-fils rire à la lueur de la bougie. Je leur dois plus que je ne pourrai jamais le dire, car sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas libre. Je ne serais pas complète et je n'élèverais pas mon enfant en sécurité. Ils m'ont donné du courage quand je pensais ne plus en avoir, et ils m'ont porté quand j'étais trop faible pour tenir debout. Alors que le gâteau est coupé et que les invités applaudissent, mon esprit s'évade. Je me souviens comment tout a commencé. Comment l'amour semblait si pur autrefois. Comment le mariage m'avait promis un avenir de bonheur. Et avec quelle rapidité ces promesses ont été anéanties. Je me souviens de la trahison qui n'est pas venue d'étrangers, mais des personnes même qui auraient dû être ma famille. Ce soir, en soufflant la bougie avec mon fils dans les bras, je sais que cette célébration n'est pas seulement pour lui. Elle est aussi pour moi. Car malgré tout ce qui était censé me briser, je suis toujours là. J'ai survécu. Et c'est ici que mon histoire commence. Quand j'y repense, j'ai presque du mal à croire à quel point j'étais pleine d'espoir lorsque j'ai épousé Jacques. Je l'ai rencontré à Westfield par des amis, et dès le début, il semblait être le genre d'homme qui me soutiendrait quoi qu'il arrive. Il était gentil, attentionné, et me disait que j'étais l'amour de sa vie. Quand il m'a demandé en mariage, c'était comme un rêve devenu réalité. Je pensais avoir trouvé celui avec qui je passerais le reste de ma vie, quelqu'un qui me protégerait et me chérirait, quelqu'un avec qui je fonderais une famille. Le jour de notre mariage était magnifique, rempli de rire, de musique et de la bénédiction de ceux que nous aimions. Mes parents étaient heureux pour moi, bien qu'ils craignaient discrètement que j'aille peut-être un peu trop vite. Mais j'étais amoureuse, et l'amour, pensais-je, était suffisant. Au début, la vie de couple ressemblait à la continuation de ce rêve. Jacques et moi partagions des repas tard le soir, rions de petites choses et planifions un avenir qui semblait si radieux. Nous avons emménagé temporairement dans la maison de sa famille, étant entendu que ce ne serait que pour une courte durée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer à quel point sa famille s'accrochait à lui. Sa mère, Janet, était dotée d'une forte volonté et contrôlante, rappelant toujours à Jacques que la famille passait avant tout. Son père, Marc, était plus discret, se retirant souvent dans son coin de la maison et intervenant rarement dans les conflits. Mais celle qui rendait sa présence impossible à ignorer était Melissa, la sœur aînée de Jacques. Melissa était déjà mariée à Steven, mais elle vivait à proximité et venait nous voir presque tous les jours. Au début, je trouvais adorable à quel point leur famille était soudée. Elle apportait de la nourriture, restait des heures et parlait comme si elle vivait encore dans la maison. Mais plus j'observais, plus je réalisais à quel point ses paroles pouvaient être acérées. Elle avait l'habitude de me couper la parole, de rejeter mes opinions et de rappeler à tout le monde ses sacrifices en tant qu'aîné. Jacques balayait ça d'un revers de la main, me disant que c'était simplement sa nature, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'elle me regardait avec plus que de l'agacement. C'était de l'envie, même si je ne le comprenais pas entièrement à l'époque.
Malgré ces premiers signes, Jacques me soutenait encore. Quand sa mère ou sa sœur faisait des remarques critiques, il les prenait à la légère et me serrait la main sous la table, comme pour dire « ne te laisse pas atteindre ». Je me raccrochais à ses gestes, croyant qu'ils étaient la preuve de son amour. Je lui faisais entièrement confiance. Je me disais que rien ne pourrait nous séparer, que tant que nous nous aurions l'un l'autre, le monde pourrait nous lancer n'importe quel défi. Mais l'amour, comme j'allais bientôt l'apprendre, n'est pas toujours suffisant lorsque la loyauté est mise à l'épreuve entre une épouse et une famille qui refuse de lâcher prise. Quelques mois seulement après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens encore de tenir le test dans mes mains tremblantes, mon cœur battant à tout rompre, un mélange de peur et d'excitation. Quand je l'ai annoncé à Jacques, ses yeux se sont illuminés comme je ne les avais jamais vus. Il m'a soulevé, m'a fait tourner sur moi-même et a ri avec une telle joie que, pendant un bref instant, j'ai pensé que rien ne pourrait gâcher ce bonheur. Nous avons parlé tard dans la nuit de prénoms de bébé, de la façon dont il peindrait la chambre d'enfant, de comment nos vies allaient changer pour toujours. À ce moment-là, je croyais que nous étions vraiment bénis. Lorsque nous avons partagé la nouvelle avec sa famille, la réaction a été bien loin de ce à quoi je m'attendais. Le sourire de Janet était crispé, plus forcé que sincère. Elle nous a félicités, mais ses yeux avaient une froideur qui m'a mise mal à l'aise. Marc a hoché la tête poliment, offrant un discret « c'est une bonne nouvelle » avant de retomber dans le silence. Mais c'est Mélissa qui m'a le plus choqué. Son visage s'est figé dès que les mots sont sortis de la bouche de Jacques. Puis, d'une voix si douce qu'elle ne pouvait être sincère, elle a dit « eh bien, c'était rapide ». Elle m'a jeté un long regard, un regard qui ne portait pas de joie, mais quelque chose de plus sombre, de l'envie. Je ne savais pas alors que Mélissa luttait contre l'infertilité depuis des années. Elle était mariée à Steven depuis longtemps, mais n'avait jamais réussi à concevoir. À ses yeux, ma grossesse n'était pas une bénédiction, mais un cruel rappel de ce qu'elle ne pouvait pas avoir. À partir de ce jour, ses visites sont devenues plus incisives, ses commentaires plus acerbes. Certaines personnes ont juste de la chance, disait-elle avec un sourire crispé. Ou encore, on verra combien de temps tu tiendras le coup en tant que mère. Ce qui me blessait le plus, c'est qu'elle s'adressait rarement directement à moi. Elle faisait ses commentaires devant les autres, les déguisant en blagues, me laissant ainsi absorber l'humiliation en silence. Janet, au lieu de calmer sa fille, l'encourageait. Elle hochait souvent la tête en signe d'approbation, ajoutant ses propres remarques sur le fait que les jeunes épouses ne savent parfois pas comment se comporter ou à quel point la maternité peut être difficile. Lentement, les murs de cette maison ont commencé à se refermer sur moi. Chaque jour ressemblait à une épreuve d'endurance. Chaque commentaire, à une pierre lancée contre mon esprit. Au début, Jacques me défendait. Il disait à Mélissa d'arrêter ses remarques désobligeantes et rappelait à Janet que je portais son enfant. Ces paroles me réconfortaient, mais seulement pour un temps. Car au fil des semaines, et à mesure que l'amertume de Mélissa se faisait plus bruyante, la voix de Jacques s'est faite plus discrète. Il a commencé à ignorer ses paroles, disant des choses comme « ignore-la, c'est tout ». Ou « elle ne le pense pas vraiment ». Je le sentais s'éloigner de moi, un compromis à la fois. J'essayais de rester positive, me rappelant qu'une fois le bébé né, les choses changeraient. Mélissa verrait la joie qu'un enfant apporte. Janet s'adoucirait, et Jacques me reviendrait complètement. C'était l'espoir auquel je me raccrochais, même si la graine de la jalousie s'enracinait plus profondément dans la famille. Au fil des mois de ma grossesse, la vie dans la maison familiale de Jacques est devenue de plus en plus pesante. L'excitation initiale que j'avais ressentie a rapidement été remplacée par un malaise constant. Le premier trimestre a été épuisant, avec des nausées qui me laissaient vider. Mais au lieu de compassion, Mélissa en a profité pour me rabaisser davantage. La maternité, ce n'est pas pour les faibles, lançait-elle assez fort pour que tout le monde entende. Janet la soutenait souvent, secouant la tête comme si mes difficultés étaient un signe d'échec plutôt qu'une partie naturelle de la grossesse. Au deuxième trimestre, lorsque mon ventre a commencé à s'arrondir et que les coups de pied du bébé sont devenus plus perceptibles, la tension n'a fait que croître. Mélissa venait quotidiennement, commentant tout ce que je faisais. Si je portais des vêtements confortables, elle disait que j'avais l'air négligé. Si j'essayais de cuisiner, elle critiquait le goût, affirmant que ce n'était pas bon pour le bébé. Même quand je restais assise en silence, elle m'accusait d'être distante. Chaque mot était conçu pour s'enfoncer plus profondément dans ma peau, pour me rappeler qu'à ses yeux, je n'avais pas ma place. Jacques, autrefois ma source de force, commençait à s'effacer de mes côtés. Au début, il disait à Mélissa d'arrêter, mais il s'est vite lassé des disputes. Il a commencé à me dire «
laisse tomber, Madison. C'est plus simple comme ça. » Ces mots me coupaient plus profondément que n'importe quelle insulte de Melissa. J'avais l'impression de me battre seul, piégé dans une maison où même mon mari choisissait la paix avec eux plutôt que la loyauté envers moi. Au 3e trimestre, mon corps souffrait du poids du bébé, mais mon cœur souffrait encore plus du poids de leur cruauté constante. Je me retirais souvent dans ma chambre, tenant mon ventre et murmurant à mon enfant un être que tout irait bien. Je lui promettais amour, sécurité et chaleur, même si je ne savais pas comment je pourrais lui offrir cela dans cette maison. Mes parents appelaient souvent, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais je leur disais toujours que j'allais bien. Je ne voulais pas les inquiéter. Pourtant, une partie de moi s'accrochait à l'espoir. Je me disais qu'une fois le bébé né, Jacques y verrait plus clair. Il tiendrait son fils dans ses bras et se souviendrait de l'amour que nous partagions. Il nous protégerait à nouveau. Cet espoir était la seule raison pour laquelle je restais, endurant le venin de Melissa et la froideur de Janet jour après jour. Je croyais en la promesse d'un changement, même si mon monde s'effondrait silencieusement autour de moi. Quand je suis entré dans mon 8e mois de grossesse, je m'attendais à ce que la famille se rassemble enfin pour célébrer la nouvelle vie sur le point d'arriver. Les baby showers étaient courantes à Westfield, une tradition destinée à honorer la mère et à accueillir l'enfant. J'espérais secrètement que, malgré toutes les tensions, Janet et Melissa s'adouciraient assez pour organiser quelque chose de simple. Il n'était pas nécessaire que ce soit extravagant, juste un moment de gentillesse pour me rappeler que je faisais partie de leur famille. Mais cet espoir a été brisé lorsque Jacques m'a dit sans détour un soir, « Ma mère et Melissa ne pensent pas qu'une baby shower soit nécessaire. Elles disent que c'est un gaspillage d'argent. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Une célébration dont j'avais rêvé depuis que j'avais appris ma grossesse était rejetée comme si mon bonheur ne comptait pas. J'ai essayé de sourire, me disant que cela n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, je me sentais abandonné. Jacques ne s'est pas battu pour moi. Il ne les a même pas remises en question. Il a simplement accepté leur décision comme si elle était finale. J'ai passé cette nuit seul, tenant mon ventre, essayant de me convaincre que mon bébé saurait un jour à quel point je voulais le célébrer, même si d'autres ne le voulaient pas. Quelques jours plus tard, mes parents, Hélène et Franck, m'ont rendu visite. Ils ont pu voir la tristesse dans mes yeux avant même que je parle. Quand je leur ai finalement raconté ce qui s'était passé, ma mère a eu un hoquet d'incrédulité, et mon père a serré les poings de colère. « Ne t'en fais pas », a dit Hélène fermement. « Nous t'offrirons la baby shower que tu mérites. » Fidèles à leurs paroles, ils ont commencé à planifier immédiatement. Le lieu qu'ils ont choisi était un charmant hôtel de Westfield, avec suffisamment d'espace pour la famille, les amis et les proches. Les invitations ont été envoyées, pour maintenir la paix, ils ont même invité la famille de Jacques. J'étais nerveuse à l'idée de voir Melissa et Janet là-bas, mais je ne pouvais nier le soulagement que je ressentais en sachant que mes parents faisaient cela pour moi. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais aimé, valorisé et vu. Le jour de la fête, Hélène et Franck m'ont offert un cadeau spécial, une magnifique statuette en laiton représentant une mère tenant son bébé. Elle était lourde, solide, d'environ 30 cm de haut, et brillait à la lumière. « C'est pour toi », a dit doucement mon père. Un symbole de maternité, de force et d'amour. Les larmes me sont montées aux yeux en la tenant. Pour moi, ce n'était pas juste une décoration. C'était la promesse que je ne serais jamais seul. La fête a commencé avec des rires, de la musique et des cadeaux empilés. Les invités me félicitaient, m'étreignant chaleureusement pendant que mes parents se tenaient fièrement à mes côtés. Mais au fil de la soirée, j'ai remarqué le sourire crispé de Melissa. La façon dont elle chuchotait à l'oreille de Janet, ses yeux fixés sur moi avec une envie si vive qu'elle aurait pu me couper. Je ne savais pas alors que la nuit allait bientôt se transformer en un cauchemar que je n'oublierai jamais. La baby shower semblait bien se dérouler, du moins en surface. Les invités discutaient joyeusement. Les tables étaient remplies de nourriture, et la planification attentionnée de mes parents avait créé une atmosphère de chaleur dont j'avais désespérément besoin. Je me suis accroché à ce bonheur, essayant d'ignorer les regards froids de Melissa de l'autre côté de la pièce. J'aurais dû savoir que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne bouleverse la soirée. Cela a commencé par sa voix, tranchante et accusatrice, perçant la musique et les conversations. « Tout le monde doit savoir quelque chose », a-t-elle déclaré à voix haute, faisant taire la salle. Madison m'a manqué de respect. Elle me traite comme si j'étais inférieure à elle et je ne resterai plus silencieuse. Le souffle coupé, j'ai vu les têtes se tourner, les regards se poser sur moi, et les chuchotements se propager instantanément. J'ai secoué fermement la tête.
Ce n'est pas vrai, Mélissa. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Ma voix tremblait, mais je me suis forcé à rester forte. J'avais enduré ces insultes constantes pendant des mois, mais c'était différent. Elles traînaient ma réputation dans la boue devant tous ceux qui comptaient pour moi. Avant que je puisse en dire plus, Jacques s'est avancé, le visage rempli de colère. Mais elle n'était pas dirigée contre sa sœur. Elle était dirigée contre moi. Mélissa ne ment pas, a-t-il lancé sèchement. Si elle dit que tu lui as manqué de respect, alors tu lui dois des excuses. Je l'ai regardé, abasourdi, attendant qu'il me défende, qu'il se souvienne de la vérité. Au lieu de cela, il a prononcé les mots qui m'ont anéanti. Mets-toi à genoux, tout de suite. Croise les mains et excuse-toi auprès de ma sœur. Des exclamations de stupeur ont parcouru la pièce. Mes parents étaient figés sous le choc. J'ai senti le sang quitter mon visage, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait éclater. Non, ai-je dit doucement, mais avec toute la force que je pouvais rassembler. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. L'atmosphère s'est alourdie de tension. Mélissa a affiché un sourire narquois, ses yeux brillants de satisfaction. La voix de Jacques est devenue plus dure. N'aggrave pas les choses, Madison. Fais-le maintenant. J'ai de nouveau secoué la tête, mon corps tremblant. Je sentais mon bébé bouger en moi, comme s'il percevait la tempête. Les invités se déplaçaient, mal à l'aise, certains me regardant avec pitié, d'autres avec incrédulité face à la cruauté de Jacques. Mes parents se sont approchés, leur visage marqué par la fureur, mais avant qu'ils puissent intervenir, le sourire de Mélissa s'est tordu de rage. Elle m'avait poussé à la défiance. Et maintenant, elle était prête à aller plus loin. Je le voyais dans ses yeux. Quelque chose de dangereux allait se produire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que cette accusation n'avait jamais été une question de mots. C'était un piège depuis le début, conçu pour m'humilier, pour me briser, et pour préparer le terrain à la violence que Mélissa retenait depuis des mois. La pièce est tombée dans un silence tendu, tous les regards fixés sur moi alors que je restais là, refusant de céder aux mensonges de Mélissa. Je sentais la chaleur de l'humiliation me brûler les joues, mais je ne céderais pas. Mes parents se tenaient figés, partagés entre l'indignation et la peur d'aggraver la situation. Le regard de Jacques me transperçait, sa voix résonnant comme un ordre cruel. C'est ta dernière chance, Madison. Mets-toi à genoux et excuse-toi. J'ai secoué la tête une fois de plus, ma voix calme mais inébranlable. Non. Je ne lui ai pas manqué de respect, et je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Le visage de Mélissa s'est tordu de fureur, son sourire narquois disparaissant pour laisser place à quelque chose de plus sombre. Ses yeux se sont dirigés vers la table principale où se trouvait la statuette en laiton, le précieux cadeau de mes parents, brillant sous les lumières. Sans hésitation, elle s'est précipitée, a saisi l'objet lourd à deux mains, et avant que quiconque puisse l'arrêter, elle l'a violemment abattu sur ma tête. L'impact fut violent et aveuglant. Une douleur explosive a traversé mon crâne, et la pièce a tournoyé autour de moi. J'ai reculé en chancelant, me tenant le ventre, puis mes genoux ont fléchi. Des cris et des hurlements ont éclaté alors que je m'effondrais sur le sol. Une vague de chaleur s'est répandue sous moi. J'avais perdu les os. Le cri d'horreur de ma mère a percé le chaos alors qu'elle se précipitait vers moi, ses mains tremblantes essayant de soutenir ma tête. Je pouvais à peine respirer, le monde s'estompant par intermittence. J'entendais des voix crier, des gens s'agiter frénétiquement. Mais la seule voix qui se détachait était celle de Jacques, froide, détachée et sans pitié. Il m'a regardé et a dit, « C'est ta punition. Tu n'avais qu'à t'excuser. » Ces mots m'ont poignardé plus profondément que la blessure sur ma tête. À cet instant, j'ai réalisé que l'homme que j'avais aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un qui ne me voyait plus comme sa femme, mais comme un obstacle à la fierté de sa sœur. Autour de moi, le chaos a éclaté. Des invités criaient à l'aide. Certains se sont précipités pour appeler les secours, d'autres tentaient de maintenir l'ordre. La voix de mon père a rugi de fureur, criant sur Mélissa et Jacques, tandis que ma mère me tenait, me suppliant de rester consciente. Ma vision s'est brouillée, les lumières du plafond devenant faibles et lointaines. Mon bébé donnait des coups de pied en moi, un rappel désespéré que je devais tenir bon. Alors que mes parents criaient mon nom et que les sirènes commençaient à résonner faiblement au loin, je me suis accroché à une seule pensée. Je ne pouvais pas laisser Mélissa, Janet, ou même Jacques me prendre mon enfant. Quoi qu'il arrive ensuite, je me battrai pour survivre pour lui. Le son des sirènes s'est intensifié, perçant le chaos à l'intérieur de l'hôtel. Ma tête me lançait là où la statuette en laiton m'avait frappé, et chaque respiration était un combat.
Ma mère était à genoux à côté de moi, me tenant fermement la main, ses larmes tombant sur mon bras tandis qu'elle murmurait « Reste avec moi, Madison, s'il te plaît ». Mon père se tenait près de la porte, sa voix tonnant de rage alors qu'il criait à quelqu'un de faire venir les ambulanciers. Les invités restaient là, sous le choc, certains pleurant, d'autres figés d'incrédulité devant ce qu'ils venaient de voir. En quelques minutes, des policiers en uniforme et des ambulanciers se sont précipités dans la pièce. La police a rapidement sécurisé les lieux, se frayant un chemin à travers la foule abasourdie pour atteindre Melissa, Janet et Jacques. « Vous êtes en état d'arrestation », a déclaré un policier en passant les menottes à Melissa. Janet a protesté vivement, insistant sur le fait que sa fille n'avait rien fait de mal, tandis que Jacques criait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais les policiers ne se sont pas laissés influencer. Des témoins se sont immédiatement manifestés, désignant Melissa, racontant ce qui s'était passé. Le directeur de l'hôtel a fourni l'accès aux caméras de sécurité, garantissant que la vérité serait indéniable. Pendant ce temps, les ambulanciers se sont agenouillés à mes côtés, évaluant mon état. L'un d'eux a vérifié ma blessure à la tête tandis qu'un autre surveillait mes signes vitaux et le rythme cardiaque du bébé. « Elle est en train d'accoucher », a dit un ambulancier d'un ton pressé. « Nous devons y aller maintenant. » La prise de ma mère s'est resserrée sur ma main alors qu'il me soulevait sur le brancard. Je pouvais voir son visage au-dessus de moi, pâle et terrifié, mais rempli de détermination. Mon père marchait à nos côtés, les poings serrés, jetant un regard furieux à Jacques alors que la police l'emmenait, lui aussi menotté. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un enchaînement confus de lumières clignotantes et de l'écho lointain des sirènes. J'entrais et sortais de la conscience, mon esprit luttant pour rester alerte pour le bien de mon bébé. Chaque secousse de la route m'envoyait des vagues de douleur, mais je m'accrochais à l'idée que je rencontrerais bientôt mon enfant. À l'hôpital, l'équipe m'a transporté d'urgence en salle d'accouchement. Médecins et infirmières m'entouraient, leur voix calme mais ferme alors qu'ils travaillaient rapidement. Mes parents sont restés à proximité, ma mère refusant de quitter le seuil, son visage pressé contre la vitre, en prière. Les heures ont semblé des minutes jusqu'à ce que, avec une dernière poussée, j'entende le cri qui a tout changé. Mon fils était arrivé. Des larmes coulaient sur mes joues alors que le médecin le posait sur ma poitrine. Faible et épuisé, je l'ai serré contre moi en murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que tu seras toujours en sécurité. » À ce moment-là, je savais que le cauchemar de l'hôtel m'avait marqué à jamais, mais le tenir dans mes bras me donnait de la force. Cet enfant était ma raison de survivre, ma raison de me battre pour la justice. Les jours qui ont suivi la naissance de mon fils ont été un tourbillon de convalescence et de déposition à la police. Je suis resté à l'hôpital plus longtemps que la plupart des nouvelles mères, en partie à cause de ma blessure à la tête, en partie à cause du traumatisme d'un accouchement prématuré. Des policiers sont venus dans ma chambre pour prendre ma déposition, enregistrant chaque détail. Tandis que mes parents étaient assis à mes côtés, me tenant les mains, je leur ai raconté comment Melissa m'avait frappé, comment Jacques avait exigé que je m'humilie, comment Janet avait encouragé toute cette mascarade. Chaque mot me faisait revivre le cauchemar, mais je refusais de rester silencieuse. L'affaire a progressé rapidement, alimentée par des preuves accablantes. Les témoins de l'hôtel ont volontiers témoigné, décrivant comment Melissa avait soulevé la statuette en laiton et m'avait frappé à la vue de tous les invités. Les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel avaient tout capturé, la confrontation, l'exigence cruelle de Jacques, mon refus, et le coup violent qui m'a projeté au sol. Les images ne laissaient aucune place au déni. Les rapports médicaux de l'hôpital ont confirmé la gravité de l'agression, traumatisme crânien, travail prématuré et détresse émotionnelle. Lorsque les audiences ont commencé, je n'étais pas assez forte pour comparaître en personne. J'ai donc témoigné par liaison vidéo sécurisée depuis chez moi, tenant mon nouveau-né près de moi pour me donner du courage. Ma voix tremblait, mais j'ai dit la vérité. Ils ont essayé de me briser, ai-je déclaré au tribunal. Ils ne m'ont pas seulement blessé. Ils ont mis la vie de mon bébé en danger. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait, et je ne leur pardonnerai jamais. Mes parents ont également fait des déclarations, décrivant comment ils avaient vu leur fille tomber, comment ils avaient entendu les mots glaçants de trahison de Jacques. La sentence fut sévère, mais juste. Melissa a été reconnue coupable de violence aggravée sur une femme enceinte. Le juge a qualifié ces actes de malveillants et délibérés, la condamnant à 3 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Janet, reconnue coupable de complicité et d'incitation, a écopé d'1 an de prison, suivi d'une mise à l'épreuve et d'un suivi psychologique obligatoire. Jacques, bien qu'il ne m'ait pas frappé,
a été reconnu coupable de mise en danger d'autrui et de complicité. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve, un stage de sensibilisation aux violences conjugales obligatoires, et une interdiction d'entrer en contact avec moi en dehors des audiences de visite supervisée. En écoutant les sentences, une vague de soulagement m'a envahi. La justice avait été rendue. Mon fils grandirait en sécurité, à l'abri de l'influence toxique de personnes qui s'étaient autrefois appelées ma famille. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Une fois le procès pénal terminé, mes parents m'ont exhorté à franchir l'étape suivante, mettre fin à mon mariage. Je m'étais accroché à l'espoir que Jacques redeviendrait un jour l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais les événements de la baby shower avaient effacé toute illusion. Il avait soutenu sa sœur, exigé mon humiliation et m'avait regardé me faire agresser. Il n'y avait plus de mariage à sauver. Avec le soutien de mes parents, j'ai rencontré un avocat et j'ai demandé le divorce auprès du tribunal des affaires familiales de Westfield. La procédure a été éprouvante sur le plan émotionnel, mais beaucoup plus simple que l'affaire pénale. Mon avocat a présenté l'historique des abus, les rapports de police, les dossiers hospitaliers et les condamnations pénales de Jacques et de sa famille. Le juge a examiné les preuves, après une brève délibération, a accordé ma demande de divorce. Jacques ne s'y est pas opposé. Son avocat savait que l'issue était inévitable. Pourtant, lorsque j'ai entendu les mots « le mariage est dissous », un poids énorme s'est levé de mes épaules. J'étais libre. La bataille suivante concernait la garde. Dès l'instant où j'ai tenu mon fils à l'hôpital, j'ai su que je me battrais de toutes mes forces pour le garder en sécurité. Jacques a demandé la garde partagée, mais le tribunal a rapidement rejeté sa demande. Son historique de mise en danger, associé à sa condamnation pénale, montrait clairement qu'il était inapte à partager la responsabilité légale. Le juge m'a accordé la garde exclusive, Jacques étant limité à des visites supervisées 1 fois par mois s'il choisissait de les exercer. Une pension alimentaire a été ordonnée dans le cadre du jugement, bien que je doutais qu'il la verse un jour de son plein gré. Lorsque la décision a été annoncée, j'ai ressenti un profond sentiment de victoire. Pas seulement pour moi, mais pour mon fils. Personne ne pourrait me le prendre. Personne ne pourrait menacer sa sécurité. Il était à moi pour le protéger, l'élever et l'aimer sans interférence. Mes parents ont célébré tranquillement avec moi ce soir-là. Mon père a soulevé son petit-fils dans ses bras, jurant de lui donner l'amour et la stabilité que la famille de Jacques avait refusé. Ma mère m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Tu es en sécurité maintenant, Madison. Toi et ton garçon, vous êtes en sécurité. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Mes parents ont transféré une partie de leur patrimoine à mon nom pour s'assurer que je n'aurais plus jamais à dépendre de personne. J'ai décoré une chambre d'enfant dans leur maison, peinte de bleu et de jaune doux, remplie de jouets et de rires. Lentement, j'ai recommencé à croire en un avenir où la douleur ne me contrôlait plus. Une année entière s'est écoulée depuis cette nuit à l'hôtel, et aujourd'hui, je me retrouve dans une pièce à nouveau remplie de rires. Mais cette fois, c'est différent. L'atmosphère est légère, l'amour est sincère, et chaque personne réunie ici veut vraiment célébrer. Mon fils, qui fête aujourd'hui son 1er anniversaire, est assis dans sa chaise haute, entouré de ballons et de guirlandes. Ses petites mains se tendent vers la bougie qui vacille sur le gâteau, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. Mes parents, Hélène et Franck, se tiennent tout près, souriant fièrement au petit-fils qu'ils se sont battus pour protéger. Je regarde autour de la pièce et ne vois que la sécurité, que la joie. Il n'y a pas de regard cruel, pas d'insultes chuchotées, pas de menaces prêtes à frapper. Au lieu de cela, il y a des amis qui applaudissent, des enfants qui rient, et des membres de la famille qui s'étreignent sans le poids lourd de la malveillance. Mon fils glousse alors que mon père lui fait des grimaces. Et à ce moment-là, je sens une paix profonde s'installer dans mon cœur. C'est la vie que je voulais pour lui. Et bien que le chemin pour y arriver ait été douloureux, nous y sommes parvenus. Alors que je le regarde souffler sa première bougie avec mon aide, je me souviens des promesses que je lui ai faites en le portant. La promesse de le garder en sécurité, de l'entourer d'amour, et de ne jamais le laisser se sentir indésirable. J'ai tenu ces promesses, même quand cela a failli me briser. Mélissa, Janet et Jacques ont disparu de nos vies maintenant. Leurs ombres ont été remplacées par la lumière. Ils ont payé pour leur cruauté, la justice a été rendue, et moi, j'ai pu avancer, libre. Tenant mon fils dans mes bras, je murmure doucement, on l'a fait. On a survécu. Il rit, posant sa petite main contre ma joue comme pour dire qu'il comprend.
Ma mère essuie une larme, et mon père lève son verre pour trinquer à un nouveau départ. À Madison, dit-il d'une voix ferme, et à un avenir rempli d'espoir. Alors que tout le monde lève son verre, je ferme les yeux un bref instant. Les souvenirs de trahison et de douleur sont toujours là, mais ils ne me contrôlent plus. Ils font partie de mon histoire, mais n'en sont pas la fin. La fin de l'histoire, elle est ici, dans cette pièce, avec le rire de mon fils résonnant contre les murs. Et en ouvrant les yeux sur la vie que j'ai maintenant, je sais avec certitude que nous sommes enfin libres. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Laissez vos pensées en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires fortes comme celle-ci. Votre soutien compte beaucoup et nous aide à continuer de vous proposer du nouveau contenu chaque semaine. Restez à l'écoute pour la prochaine histoire.